Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints à l'heure. Pour le coup, on attendait l'arrivée d'Alexandre Rossinet qui ne saurait tarder. Donc on tentait de privilégier bien évidemment le fait d'avoir une discussion groupée avec l'ensemble de nos invités, mais c'est pas très grave, on va démarrer et Alexandre nous rejoindra dès qu'il le peut et dès que les transports surtout parisiens le lui permettent. Merci d'être avec nous pour cette deuxième session de la journée. Vous le savez, on va désormais parler talent, ces métiers qui branchent l'avenir et essayer de comprendre comment cette filière justement s'organise pour leur permettre de les rejoindre. Encore une fois, on va plonger au cœur de ces questions et de cette transition, de ces métiers qui sont fondamentalement en mutation. Et puis comme tout à l'heure, vous aurez l'opportunité de rejoindre la conversation en fin de session. Un micro circulera dans la salle si vous souhaitez adresser vos questions ou vos réactions directement à nos invités. Alors ces métiers, ces talents qui déploient la décarbonation, messieurs, dames, on va essayer de les détailler avec vous. Céline Coulibre-Duménil, d'abord, vous êtes Sustainability Director et vice-présidente de la Fondation Rexel. Alexandre Rossinet nous rejoint dans un instant. Cécile Vigneron, vous êtes responsable des relations écoles et entreprises pour le CERS. Ça se prononce bien comme ça, j'en suis ravie. Et Jean-Michel Roman, conseiller social pour l'Union française de l'électricité. Je vous propose d'abord qu'on regarde quelques chiffres. En l'occurrence, ces chiffres de la filière des réseaux électriques, ce sont des chiffres qui datent de 2023, mais qui valent encore pour cette année. Vous êtes 1600 entreprises à en faire partie pour 100 000 salariés en France. Les besoins de recrutement, et c'est vraiment le chiffre qui m'a le plus agréablement surprise, les besoins de recrutement dépassent les 60% à l'horizon 2030. Jean-Michel, c'est une belle équation qui nous est demandé d'apporter une réponse et de pouvoir être résolue ici. Pour la résoudre, cette équation, il faut quoi? Se comporter comme une filière au sens premier du terme, se dire que tout le monde a un rôle à jouer, un levier à actionner pour faire que ces talents, on aille les chercher là où qu'ils ou elles d'ailleurs se trouvent. Alors en effet, moi, d'abord peut-être une petite précision aussi que je peux apporter tout de suite, parce que vous verrez que moi je vais essayer de ratisser large, de mobiliser aussi largement, parce que la filière électrique, les chiffres que vous citiez, c'est la filière des réseaux électriques. Ok. Les réseaux électriques, ils s'inscrivent dans une famille qui est beaucoup plus large. Alors après, filière, métier, etc., c'est peut-être un petit peu difficile, mais en gros, dites-vous, le secteur de l'électricité en France, ça représente à peu près 600 000 emplois, 600 000 hommes et femmes qui travaillent aujourd'hui dans la filière électrique. Alors là aussi, retenez les chiffres, c'est des ordres de grandeur. Sur ces 600 000, il y en a à peu près 200 000 qui sont dans ce qu'on appelle le système électrique. Ça, c'est la production, le transport et la distribution d'électricité. Les centrales électriques, les lignes, etc., jusqu'à chez vous, jusque dans votre domicile, ça c'est le système électrique. Ensuite, il y a l'électricité dans le bâtiment. C'est 200 000 personnes aussi à peu près. Donc là, alors c'est pas le BTP, c'est pas les gens qui construisent les bâtiments, mais c'est qui les installent, qui les dotent dans tous les systèmes d'éclairage, dans les réseaux, etc. Ensuite, on trouve une soixantaine de milliers dans les métiers, dans l'électricité, dans l'industrie. Là-dedans, il y a Rexel, toutes les entreprises qui appartiennent effectivement à ce réseau-là. Donc, les fabricants de matériel, ils sont aujourd'hui tous présents sur le salon. Donc, ça, c'est une partie aussi. Puis ensuite, on trouve encore à 25-30 000 à peu près des métiers de l'électricité qui sont dans le secteur du transport et dans le secteur de la ville. Donc déjà, le décor, vous voyez qu'il est quand même large. Et donc, quiconque effectivement se pose la question de son avenir dans cette filière, c'est simplement pour dire que c'est une filière qui est large, qui pose beaucoup d'opportunités. Donc, retenez 600 000. Et puis, ce qu'on avait dit aussi, c'est que quand on s'était occupé il y a quelques années de chiffrer un petit peu les impacts de la programmation de la France, on avait vu que ça pourrait créer 200 000 emplois supplémentaires. Alors ça, c'est des chiffres qu'on voulait valider. Bon, le pays... Il ne vous a pas échappé qu'il avait un petit peu de mal à s'organiser dernièrement. Donc la programmation de l'énergie, on n'a pas tout à fait les derniers scénarios. Mais donc avec la transition énergétique, la modernisation du système, tout ça va encore se développer.
Donc retenez ça, le métier du monde de l'électricité dans notre pays. Et puis j'insiste sur la nécessité de se grouper parce que 600 000, ça peut paraître beaucoup, mais par rapport au métier des services, de prestations à la personne, c'est petit, qui se compte en plusieurs millions d'emplois. Donc c'est important pour être visible aussi, pour dire on existe, on est intéressant, de se regrouper. Et voilà. C'est pas non plus pour faire de la gonflette aux chiffres, mais voilà, c'est quand même important de se regrouper tous. Non, et ça ouvre aussi des perspectives sur l'ensemble de la chaîne de valeur et des domaines d'application, des secteurs, des industries qui vont pouvoir être impactés par les électriciens et les électriciennes. Absolument, donc ça, oui, vous pouvez mettre derrière, ne serait-ce que dans les 4 familles que j'ai dessinées, vous imaginez, et puis il y a aujourd'hui toute la diversité qui est exprimée ici, la diversité des métiers. Il y a des métiers à tous les niveaux de qualification, ça il faut le savoir, du niveau professionnel jusqu'au niveau de l'ingénieur. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des passerelles possibles entre les métiers. On en a dénombré une centaine à peu près de métiers ou de sous-familles, parce que si on va vraiment dans le détail, ça peut faire plus, mais un petit peu, en découpant un petit peu les disciplines, on arrive à peu près à ça. Ce qui est pour nous, en tout cas pour les entreprises du secteur, ce qui est difficile, c'est que malgré effectivement toutes les opportunités et toute la largeur de la filière, on a encore sur certains métiers du mal à recruter, à trouver des gens, des hommes et des femmes. On en parlera, je pense, dans le Absolument. Comptez sur moi. On va justement y revenir parce que c'est cette question justement des talents. Encore une fois, où aller les chercher, où qu'ils et elles, je le maintiens, se trouvent. On en parlera aussi. Alexandre Siné nous a rejoint par un tour de magie absolument incroyable sur cette scène. Bonjour à vous, Alexandre. Vous êtes directeur du projet École des réseaux pour la transition énergétique pour Enedis. Et ça tombe bien, parce que justement, je voulais poser une question. On est en train justement de se dire à quel point la filière, l'ensemble de ces filières impactées par les électriciens et les électriciennes est diverse, complémentaire. Mais est-ce que vous qui êtes en prise justement avec ces écoles et avec ces étudiants, ces étudiantes, est-ce que les entreprises et les écoles se parlent suffisamment sur cette question? Est-ce qu'on arrive à mesurer le gap entre les attentes des professionnels, l'immensité de cette filière? Est-ce que les écoles peuvent réellement dispenser en formation initiale? Alors c'est une bonne question et c'est une question qui se pose aujourd'hui avec une actualité brûlante qui est celle qui va durer, qui est celle de la transition énergétique. Et en gros, la transition énergétique dans les réseaux électriques, c'est beaucoup d'investissements dans les réseaux, réseaux de transport, réseaux de distribution. Et puis derrière, des gens qui vont avoir besoin de travailler à cette transition-là. Donc, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques. C'est le renforcement du réseau électrique pour la résilience face au changement climatique. C'est également l'évolution du mix énergétique et tous les raccordements de pompes à chaleur, de panneaux photovoltaïques, d'éolien offshore ou d'éolien onshore. Donc on a beaucoup d'investissements réalisés et à horizon 2040, dans nos contrats avec la CRE, on a 200 milliards qui sont prévus entre RTE et Enedis pour investir dans le réseau. À 200 milliards, c'est une somme. Et vous vous doutez bien que derrière ces enjeux financiers qui sont financés par le consommateur d'électricité, que ce soit une entreprise ou les particuliers, eh bien ces investissements-là, il faut les réaliser. Et notre projection, quand on fait la dérivée en emploi de ces investissements, c'est qu'il va falloir recruter à la maille de la filière, dans les 1600 entreprises, mais Cécile en parlera mieux que moi, de la filière, il va falloir recruter plus de 40 000 personnes. Alors quand on regarde ces 40 000 personnes et la capacité du système éducatif, c'était votre question, à les former, eh bien on n'y est pas du tout. Et on n'y est pas du tout, d'autant plus qu'il va y avoir une concurrence entre secteurs industriels. C'est-à-dire que les gens de l'automobile, les gens de la chimie, les gens du nucléaire, eh bien ils vont chercher de plus en plus des profils issus de BTS électrotech, de bac Promelec. Et donc on a un premier enjeu qui, nous, est un enjeu de volume. Par exemple, on a besoin énormément, de plus d'un tiers de nos recrutements sur les 40 000. On a besoin de monteurs réseau. Les monteurs réseau, c'est ceux qui vont monter les réseaux électriques, ceux qui vont faire les raccordements au réseau public de distribution. On a besoin de techniciens de maintenance, de techniciens en métrologie, de techniciens post-source. On a besoin de chefs de chantier, de chargés de projet. Et puis au niveau master, après le BUT GE2I par exemple,
eh bien, on a besoin de former. Et donc, on a noué un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour essayer d'apporter une réponse sur ce besoin en termes de volume. Mais au-delà de la question du volume, on y reviendra peut-être après, je vois vos yeux, on a aussi une question de compétences pour apprendre à concevoir et exploiter les réseaux électriques de demain. Absolument, on va revenir justement sur ces moutons à 5 pattes de l'électrification qu'on est en train de chercher et ces talents qui sont forcément là, qu'ils soient en formation initiale ou en reconversion. Céline, justement, l'équation de départ qu'on posait avec Jean-Michel pour savoir où pouvait se trouver ce gap entre ces plus de 60% qu'on attend toutes filières électriques confondues, ou en tout cas tout secteur d'application d'ici 2030, et aujourd'hui celles et ceux qui constituent la richesse de ces métiers, vous y appliquez depuis plus de 10 ans au sein de la Fondation Rexel. Une des missions, justement, c'est de pouvoir mettre en adéquation ces talents, ces entreprises et travailler sur tous ces petits, c'est loin d'être minoré dans mon expression, mais tous ces petits savoir-faire dont on a besoin pour prendre en compte la chaîne de valeur du changement climatique et de la transition, et donc des opportunités business qui sont offertes avec ces changements-là. Oui, c'est ça. Alors la Fondation Rexel, elle existe depuis plus de 10 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'année dernière, on a revu sa mission justement pour faire face à ces besoins d'éducation à la transition énergétique. Notre réflexion, elle a été assez simple. On a fait un benchmark. On a été regarder ce qui existait sur le terrain. Et on s'est rendu compte que les besoins en formation, les besoins en éducation ont été hyper forts, alors que des solutions techniques, des aides à l'installation de matériel électrique pour les foyers en difficulté, les plus modestes, ça existait déjà. Donc il existe déjà des offres, peut-être pas suffisamment, mais il en existe déjà. En revanche, l'éducation, c'était vraiment un point noir de ces besoins sur le terrain. Donc on a revu la mission de la Fondation, et vraiment la mission aujourd'hui, c'est de participer à l'éducation à la transition énergétique. Et notre objectif est de cibler une population assez large. On n'a pas voulu aller chercher les plus modestes ou des populations ciblées. Donc la Fondation, elle peut tout soutenir aujourd'hui. Concrètement, depuis le début de l'année, on soutient les écoles de production. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces écoles. Ce sont des écoles qui sont installées sur les territoires, qui permettent à des jeunes qui sont en situation, qui ont quitté l'école, pour plein de raisons, souvent des problèmes familiaux, de les remettre dans le système éducatif, et en même temps de répondre à un besoin du territoire en matière de compétences. Donc par exemple, il y a une école de production à Limoges. À Limoges, l'école de production s'occupe et forme des jeunes à la sidérurgie parce qu'il y a un besoin à Limoges de compétences sidérurgiques. Dans le nord, du côté de Roubaix, c'est un bassin textile très fort, donc ils forment des jeunes au textile. Alors une fois que j'ai dit ça, je parle pas d'énergie. Mais ce qu'on a voulu faire avec les écoles de production, c'est de leur lancer le challenge, de dire comment est-ce que vous pouvez, au travers de vos formations, aider ces jeunes à comprendre quels sont les enjeux de la transition énergétique dans leur métier. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Quand je suis un sidérurgiste, quand je suis un ouvrier du textile, quand je suis un agriculteur, ça veut dire quoi pour moi concrètement la transition énergétique ? Et donc on fait ça depuis maintenant 8 mois, 9 mois. On les a rencontrés, ils sont venus lundi sur le salon, ces jeunes, avec des yeux émerveillés. Il y avait une filière électricien, alors les gars, ils ont kiffé. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait des témoignages de jeunes, notamment qui travaillent dans l'automobile, un CAP automobile, qui nous a dit moi, en fait, je travaillais jusqu'à présent sur des moteurs thermiques. Grâce à cette formation, grâce à cette ouverture d'esprit, je me dis qu'en fait, il faut vraiment que je me mette au véhicule électrique. Et ça, pour moi, c'est un grand signal d'espoir de me dire qu'en travaillant... Alors, ce sont des petits pas, mais moi, je suis hyper fière des petits pas. Tous ces petits pas, en fait, font que demain, on vise à former 1800 jeunes d'ici 3 ans. Ces 1800 jeunes, normalement, ils feront leur job en matière de transition énergétique dans leur métier. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Vous n'êtes pas la seule, encore bravo. Si vous souhaitez applaudir, vous pouvez applaudir à tout moment, sachez-le, il n'y a aucun problème. Cécile, justement,
Si la Fondation Rexel fait ce travail déjà d'écoute, ou en tout cas d'essayer de comprendre comment on peut faire bouger les lignes des formations pour les remettre en adéquation avec la transition, vous les écoutez de très près, ces jeunes. Comment est-ce qu'ils s'imaginent ces filières, on les met au pluriel, tiens, pour une fois. Comment est-ce qu'ils imaginent leur futur métier une fois la formation terminée? Ils vous en disent quoi? Alors en effet, nous en tant qu'organisation professionnelle, d'abord nos adhérents nous ont demandé de travailler sur l'attractivité, ce qui n'était pas simple au départ, puisqu'on est sur des sujets de recrutement qui peuvent être extrêmement concurrentiels entre eux. Mais depuis 2 ans, on recentre sur l'attractivité, on travaille avec Enedis dans les écoles des réseaux, nos entreprises sont partie prenante dans le projet. Et donc on a souhaité savoir comment ils voyaient nos métiers, les métiers de la transition énergétique, et surtout quels outils ils utilisaient aussi pour leur orientation. Pour qu'on puisse aller leur parler, il faut qu'on sache parler leur langage et utiliser les mêmes outils qu'eux. On peut tous avoir un avis sur la question, mais nous on voulait vraiment aller voir. Donc on y est allé avec Ipsos. On est allé voir les jeunes qui ont entre 15 et 20 ans sur l'ensemble du territoire français. Et donc, ce qu'ils nous ont dit, principalement, c'est qu'il y a 67% des jeunes qui sont évidemment très inquiets pour leur entrée dans la vie professionnelle. Oui. Alors ça, c'est un constat. Ce qui se passe actuellement leur donne à peu près raison. Mais en tout cas, nos adhérents, eux, les entreprises, elles ont du travail, elles proposent évidemment des perspectives d'avenir très fortes. Et donc, c'est s'appuyer sur l'ensemble de ces perspectives d'avenir pour les rassurer et les faire venir aussi chez nous. Ce qui est intéressant, c'est que 70% des jeunes ont une bonne image de l'ensemble des métiers. Mais par contre, ils ne se voient pas du tout faire nos métiers. Donc, il faut qu'on a un gap quelque part. Voilà, il y a un petit quelque chose. Ça va être de la communication, c'est de déconstruire l'image qu'ils ont. Et ça démarre très très tôt. Ça fait partie de tout cet accompagnement qu'on doit dans les collèges, dans les lycées. C'est ce qu'on fait évidemment avec Alexandre dans les écoles des réseaux. Mais c'est ce qu'on doit tous, tout un chacun, tous les professionnels doivent être là pour également déconstruire avant de leur dire viens travailler pour moi, c'est leur apporter une image positive. Et réenchanter peut-être aussi cette image-là. Ce que j'entends, c'est qu'ils savent décrire précisément les métiers et les secteurs. Exactement. Mais l'inconnu de notre équation tout à l'heure, finalement, c'est encore une fois cette fameuse attractivité. Alors, est-ce que ça vous donne aussi des pistes pour savoir comment travailler cette image de marque de l'ensemble des filières? J'ai l'impression que oui, un petit peu quand même. On a des éléments de réponse. Alors, des éléments de réponse, effectivement. Alors, nous aussi, on en a recherché un certain nombre. On est parti du constat aussi quand même que depuis des années, dans les entreprises, dans les filières, il y a des exemples aujourd'hui très performants, très intéressants. Malgré tout ce qu'on fait et tout ce déploiement, nos difficultés ne semblent pas s'éloigner. Et donc, il y a effectivement cette question centrale de ce qu'on appelle l'attractivité. Parce que là aussi, je pense, y compris dans l'appareil de formation, on est aujourd'hui capable de concevoir assez rapidement des formations, mais le problème, c'est qu'il faut faire le plein. Et que ces formations, et même dans les établissements scolaires ou dans les filières qui alimentent effectivement nos métiers, il y a aujourd'hui, les pipelines s'amenuisent parce qu'effectivement, les jeunes ne se projettent pas dans les métiers. Une des réflexions qu'on a actuellement à l'Union française d'électricité, c'est reparler peut-être déjà aussi de notre produit. Une des difficultés peut-être, c'est que notre produit, il est essentiel à la vie. Vous enlevez l'électricité et là, c'est terminé. Vous ne m'entendez plus, il n'y a plus de lumière, il y a tous les stands, là, tout ça, ça s'arrête. Et pourtant, on ne le voit pas. C'est totalement normal. Voilà. Et puis, non seulement le produit est lui-même aujourd'hui totalement banalisé, mais tout ce que suppose effectivement la jouissance de l'électricité comme on l'a en France avec des temps de coupure qui sont ces peanuts. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois que vous avez eu affaire à une coupure d'électricité, eh bien la conscience de ce que ça suppose en termes d'infrastructure et de métiers, d'hommes et de femmes, alors là, c'est totalement invisible. En plus, ce qu'on fait, on parle beaucoup, effectivement, là, c'est au cœur, l'électricité intégrateur ou les électriciens, ce qu'ils font aussi, c'est invisible. C'est dans les murs, c'est dans des gaines, c'est dans des armoires. Et donc, je pense qu'on a
un devoir aussi peut-être de réenchanter, j'aime pas trop le mot, c'est un peu tarte à la crème, mais quand même, quand on regarde ce qui s'est passé au début du XXe siècle, je ne sais pas si vous regardez sur Internet, allez chercher des images d'archives sur l'exposition universelle de 1900, il y avait une magie de l'électricité. L'électricité, ça éclairait le monde, ça faisait briller les yeux. Et ça, il faut, je dirais, on parle aussi de transition énergétique. D'abord, peut-être contrairement à ce qui a été dit dans votre enquête, nous, les jeunes qu'on a interrogés, leurs parents, des profs, etc., transition énergétique, ils ne savent pas toujours ce que ça veut dire. Mais nous, je pense, ce à quoi on travaille, la transition énergétique, c'est de changer le monde. C'est de brancher le monde de demain, ça c'était les métiers, mais le monde de demain, c'est quoi? C'est un monde aussi où il y a moins de bruit, où l'air qu'on respire, il est plus pur, enfin, etc. C'est ça qu'on veut faire. Et pour ça, ça veut dire aussi plus d'électricité. Ça veut dire toujours des gens, des hommes et des femmes, des pros qui savent la produire, qui savent la transporter, la distribuer, l'installer, etc. Sans cela, le système, il marche pas. Et je pense que ça, c'est sans doute une des difficultés, peut-être parce qu'on a regardé, on s'est comparé avec d'autres secteurs, le BTP, etc., qui a l'air de s'en tirer un petit peu mieux que nous, mais tout ce que font les acteurs du bâtiment, on le voit. On voit les bâtiments sortir de terre, on voit, etc. Mais nous, c'est plus diffus. Donc là, il y a peut-être une reconquête, en tout cas, tous les acteurs, là, l'électricité, non, c'est pas banal. D'ailleurs, on l'a vu quand il y en avait un petit peu moins, là, quand M. Poutine a fait quelques histoires là, en Ukraine. Bon, tout à coup, on dit, aïe, 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 bon, peut-être qu'on va manquer d'électricité. Donc là, il y a mais voilà. Pensons que c'est pas juste, ça vient pas de rien et c'est pas gratuit. Donc, mais ce qui m'étonne un tout petit peu plus par rapport à d'autres secteurs ou d'autres industries où tout le monde en réalité se pose les mêmes questions sur, ne serait-ce que le fait d'avoir parmi ces jeunes qui vont embrasser peut-être des carrières scientifiques, industrielles, mathématiques, tech, numériques, se dire qu'ils ont une idée assez concrète de ce qu'est le métier, ça n'existe pas. Honnêtement, je suis assez stupéfaite et agréablement surprise de l'enquête menée par le CERS parce que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est décrit qui est très précis. Et l'autre paradoxe, c'est qu'en général, en matière d'orientation, et l'orientation c'est une jungle absolue, et j'imagine que tous les jeunes étudiants qui sont là, en effet, me confirment que oui, ça a été pas forcément évident pour eux de réussir à s'orienter vraiment au sens littéral du terme pour leur future carrière. Mais surtout, le premier influenceur éducation ou carrière, c'est le parent. Et là, ce que vous nous dites, c'est que les parents, eux, n'ont pas d'idée précise, alors que dans l'enquête du CERS, on a des étudiants qui, eux, ont une idée précise de ce que ça peut être. Donc, mon équation et mon inconnu, elle est où finalement ? Bon, je pense qu'après, plus ils avancent aussi dans leur formation, plus les idées se précisent. Mais il y a un autre phénomène, alors ça aussi, c'est pas évident, mais des témoignages de jeunes aussi qui avaient dit sur l'hyper-spécialisation des filières et du fait qu'il y en ait beaucoup, où c'est difficile aussi de trouver la lisibilité, de comprendre effectivement tout. Ils disaient qu'en France, on parle beaucoup d'orientation, mais en réalité, l'orientation, c'est de l'aiguillage. Oui. Et donc, une fois que vous avez pris une voie, c'est très difficile de... Voilà. Alors qu'en fait, plus tard, on verrait bien la voie de Cécile, en l'occurrence, parce qu'elle a encore pas mal de chiffres à nous donner, avec toute l'amitié que j'ai pour vous. Mais pour le coup, je voudrais qu'on ait encore quelques chiffres avec Cécile. Dans cette étude, il y a un point qui est important, c'est qu'en fait, quand on interroge ces jeunes entre 15 et 20 ans, ils ont une conscience écologique forte, parce qu'ils ont des gestes écologiques tous les jours dans leur vie quotidienne. Mais par contre, le lien avec les métiers de la transition énergétique ne se fait pas. Ils ne font pas le lien. Alors c'est à nous aussi, bien évidemment, de leur apporter ce lien, bien évidemment. Mais en tout cas, si on attend que ce soit par le biais de l'école, ça ne se fait pas aussi facilement qu'on peut l'imaginer. Okay. Donc c'est à nous de faire ce pont pour qu'ils comprennent que nos métiers sont les métiers de la transition énergétique. Ça veut dire que là aussi, au niveau du mix énergétique qui est en train de changer, au niveau de cette transition, il faut qu'on fasse quoi ? Un mix d'éducation et un mix en réalité de responsabilité de l'ensemble des acteurs de la filière pour essayer de pas faire que ce soit juste une course d'aiguillage, mais une vraie orientation qui soit calibrée, qui suive toutes les évolutions et tous les challenges que vous devez relever chaque jour. Ouais, c'est exactement ce qu'on fait avec les écoles des réseaux pour la transition énergétique. Alexandre en parlera bien mieux que moi, mais dans ces écoles, l'idée c'est de travailler par compétences.
et pas d'englober l'écologie, la transition énergétique. C'est vraiment de travailler par compétences, d'être main dans la main, l'éducation nationale, les entreprises, les professionnels, pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et que ces jeunes soient embarqués dans nos métiers. Sauf qu'il y a aussi des surcompétences qui s'ajoutent à l'ensemble, encore une fois, de ces métiers qui, oui, viennent de ces filières qui veulent être les plus décarbonés possibles. Il y a quand même des surcouches de spécificité en cybersécurité, par exemple, parce que une grille d'énergie, c'est une première cible idéale pour des hackers, pour le coup, et pas forcément des hackers éthiques s'il en est. Il y a énormément de surcouches de compétences qui vont s'ajouter. Donc aujourd'hui, un futur électricien ou une future électricienne, il faut qu'il ait ce petit truc en plus qui va faire qu'il a la compétence, qui est un peu, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais c'est un peu l'électricien ou le mouton à 5 pattes, qui est le talent qu'on va aller chercher parce qu'il a tous ces savoirs. Alors, aujourd'hui, on veut former des gens qui seront capables de concevoir, piloter et exploiter les réseaux électriques de demain. Les réseaux électriques de demain, enfin, c'est déjà un peu comme ça que ça se passe aujourd'hui, c'est des réseaux intelligents, donc c'est des électrons, mais c'est aussi beaucoup de data. Et la data, elle va nous servir à équilibrer le réseau, à le piloter, à faire en sorte qu'il n'y arrive pas ce qui est arrivé il y a quelques mois en Espagne. Et en fait, piloter un réseau avec beaucoup plus d'énergie intermittente, beaucoup plus d'usages, des productions et des injections très décentralisées, c'est beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. Et donc en fait, les ingénieurs et les techniciens qui vont travailler sur le réseau de demain, ils vont devoir hybrider leurs compétences et avoir non seulement des compétences en électrotech, on va dire le savoir-faire traditionnel de nos métiers, mais de plus en plus une double compétence, soit en télécom, IT, numérique, info, tout ce que vous voulez, et puis aussi d'autres compétences en génie civil, travaux publics, pour travailler un peu plus les enjeux de résilience du réseau. Et donc, en fait, les moutons à 5 pattes, c'est ceux qui maîtriseront ou qui seront en capacité d'appréhender et de résoudre le problème de la complexification du pilotage et de la consommation liée aux nouveaux usages de l'électricité. Et donc pour ça, on travaille en partenariat avec des écoles d'ingé et des universités, donc Lyon 1, NCQ pour en citer quelques-uns, le CNAM également, pour justement créer ces formations qui serviront demain à ceux qui seront les pilotes ou qui feront la conduite du réseau électrique intermittent et décentralisé. Et donc finalement, créer ces écoles à l'image des filières que vous incarnez, qui soient aussi agiles et qui puissent pivoter aussi vite que la décarbonation et la transition énergétique. Pardon, je vais juste ajouter un truc, c'est qu'on est à un âge où l'obsolescence des compétences est de plus en plus rapide. Oui. C'est-à-dire que ce qu'ils vont apprendre, on va dire que dans 10 ans, tout au plus, ce sera totalement démonétisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas piloter encore le réseau avec de l'IA. On peut se dire que dans 10 ans, ça sera de plus en plus le cas. Aujourd'hui, on fait de la maintenance prédictive, mais demain, on fera encore plus. On utilise les drones, on n'utilisait pas ça il y a 10 ans, mais nos techniciens, demain, ils utiliseront aussi des technologies du type technicien augmenté. Donc toutes ces compétences-là, en fait, il va falloir les injecter dans les dispositifs de formation au fur et à mesure où elles vont apparaître sur le marché. Et ça veut dire qu'on a beaucoup discuté de formation initiale, on a un enjeu majeur, c'est la formation professionnelle. Absolument. Et la formation continue. Donc cette question des compétences, elle se pose pour les gens qu'on va former et qu'on va recruter, elle se pose aussi pour les salariés de toutes nos entreprises. Oui, complètement, parce que là aussi aujourd'hui, Céline, ce qui change, et toujours avec notre histoire du talent qui va pouvoir embrasser tous ces enjeux et tous ces challenges, l'électricien d'aujourd'hui, finalement, ce serait plus un intégrateur, si j'entends bien tout ce qu'on est en train de décrire là. Oui, de toute façon, je pense que si vous faites le tour des stands, là, on ne parle plus uniquement de produits, on parle de solutions, tout est interconnecté. Et on parle beaucoup des jeunes, mais on reçoit aujourd'hui 30 000 personnes sur ce salon, principalement des électriciens et messieurs, dames. Je pense qu'il y a un vrai sujet de pouvoir aussi répondre à ces enjeux de transition énergétique. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'on a de plus en plus finalement d'électriciens qui viennent aussi voir nos équipes avec beaucoup de questions. On a fait une étude qu'on a révélée la semaine dernière qui révèle que 58% des électriciens pensent avoir un rôle clé dans la transition énergétique. Donc ça veut dire que
voilà, enfin, la conscience du marché, en tout cas du secteur et du métier d'électricien, pas seulement chez les jeunes, mais chez vous, est aujourd'hui acquise. Alors 58%, on pourrait se dire, c'est la majorité, mais on pourrait peut-être se dire qu'il y a 42% encore à convaincre. Mais 58, c'est déjà beaucoup. Après, la question qui se pose à ces experts, c'est que les normes changent tout le temps. Alors on parle de l'obsolescence technique, mais il y a aussi les normes qui changent en permanence. On a des produits qui arrivent de plus en plus techniques, de plus en plus connectés en fait au système. Et effectivement, les gens, enfin les experts d'aujourd'hui n'ont pas ces compétences. Ce qu'on fait nous chez Rexel, et c'est peut-être, alors c'est une réponse, c'est peut-être pas la seule réponse, mais en tout cas on essaye d'apporter et d'aider nos clients dans ce domaine-là. C'est qu'on fait plusieurs choses. La première, c'est qu'on offre des formations. Alors, je viens faire ma pub. Messieurs, dames, vous avez ici le catalogue des formations de Rexel, où vous pouvez trouver toute formation, qu'elle soit technique, mais aussi d'aide en fait, à la mise en place d'un dossier de certification qui peut en fait, vous aider à avoir définitivement des compétences plus précises, plus serrées, plus confirmées, pour accompagner vos clients. Et il y a une carte aussi en quatrième de couverture. C'est bien. Donc j'en ai 5-6 à côté. Sinon, vous allez au premier stand qui est à l'entrée du salon et les gens de la formation Rexel seront vraiment hyper heureux de partager ça avec vous. Donc ça aide. Hein, ça aide définitivement. Ce qu'on fait aussi chez Rexel, c'est qu'on a un club des artisans parce qu'on apprend aussi en partageant avec ses pairs, avec ses copains du terrain. Et en fait, aujourd'hui, on a 4500 personnes qui sont dans ce club des artisans, principalement des électriciens. Et on parle de panneaux voltaïques, on parle d'IRVE, on parle de normes IFC, bon, toutes ces normes-là. Je vous invite, enfin j'invite tous ceux qui souhaitent aussi partager sur ces nouveaux sujets, en fait, à se rapprocher aux gens du terrain. Et pareil, ce club, il est présent sur tout le réseau. Donc ça, c'est des choses que l'on fait chez Rexel avec beaucoup d'énergie, autant que l'on peut. Hein, mais ça suscite aussi le fait que nos propres équipes soient plus formées. Donc on agit aussi énormément pour que nos ambassadeurs de la transition énergétique soient aussi formés. Donc voilà, ça c'est un énorme investissement qui est fait par l'entreprise aujourd'hui. Et ce qui nous ramène aussi au fait de se dire, encore une fois, on le disait avec vous Alexandre, que cette formation continue, elle est sine qua non, elle est essentielle. Je sais qu'une des statistiques qu'on répète à l'envi, et encore une fois, quel que soit le secteur et l'industrie, c'est qu'on va tous et toutes, au cours de nos carrières, changer environ 8 fois de métier dans nos vies. Donc il faut s'y préparer et tout le monde peut s'emparer de cette transition et de ces changements de métier. Juste pour prolonger ce qui a été dit et que je partage totalement, et c'est une conviction qu'on partage avec Rexel, il faut vraiment réenchanter nos métiers. Vous parliez de la fée électricité et de la mythologie. Mais aujourd'hui, notre risque, c'est qu'on continue d'être perçu comme une commodité. Les utilities, donc les réseaux qu'on ne voit pas et qu'on va masquer avec de l'enduit dessus, qu'on va enfouir dans des gaines, etc. Non. L'électricité, ce qu'on dit, c'est que nous, c'est le réseau des réseaux. C'est-à-dire que vous coupez l'électricité, tout tombe. Les pompes à eau, la lumière, les transports, le numérique. Et en fait, quand on regarde, par exemple, le conflit en Ukraine, à quoi s'attaquent les Russes ? Eh bien, aux infrastructures de production et de distribution du réseau électrique. Ils ne s'attaquent pas au reste, puisqu'en faisant tomber ça, ils font tout tomber. Et donc, en fait, on doit réenchanter notre métier en disant que nous ne sommes pas une commodité ou une utilité, nous sommes un bien essentiel d'importance vitale pour le pays. Donc c'est majeur et la souveraineté, elle commence par là. C'est à la mode la souveraineté, mais c'est essentiel. Et ça veut dire toute la chaîne, depuis la production de matériel électrique jusqu'aux adhérents du CERF, c'est-à-dire ceux qui vont exploiter, creuser, réparer les tranchées dans lesquelles il y a notre réseau électrique. Donc un enjeu majeur de souveraineté. Et puis après, un élément essentiel de la transition énergétique. Et là, on attire les jeunes et aussi les jeunes femmes en donnant du souffle, c'est-à-dire en montrant que la fée électricité aujourd'hui, eh bien, c'est celle qui va nous permettre de réaliser la transition écologique et donc d'avoir un monde plus décarboné. Et donc avec ces deux éléments, à savoir on est un bien d'importance vitale et en même temps c'est grâce à nous qu'on va construire le monde de demain, je pense qu'on a de quoi attirer les jeunes. Mais il ne faut pas se laisser enfermer sur, nous on tire les câbles. Parce que sinon,
on va pas faire rêver beaucoup les jeunes garçons et les jeunes femmes. C'était la conviction avec plein d'enthousiasme que je voulais vous donner. Mais je vois ça. Mais et vive l'enthousiasme autour de cette table. Je peux juste préciser qu'en même temps, à côté, il y a une conférence sur les enjeux de la féminisation de la filière. Mesdames électriciennes, on vous attend. Oui, complètement. Et c'était justement la question que je souhaitais adresser avec vous ici. Et si les électriciens étaient des électriciennes, concrètement, aujourd'hui, les talents féminins dans ces filières, vous les voyez où? Et vous avez envie de les voir où demain? Alors principalement, pour l'instant, on les voit dans les bureaux d'études. On les voit sur les métiers de chargé d'affaires, responsable d'affaires, donc sortis d'école d'ingénieurs. On les voit trop peu sur les métiers de techniciens, les métiers de monteurs réseau, où là, on a un taux de féminisation qui est extrêmement faible. Maintenant, quand en bac pro, métier de l'électricité, on a à peine 8% de jeunes femmes, on ne peut pas faire de miracle. Et là aussi, il y a un travail de complémentarité à faire avec ces formations professionnelles, leur dire que dans vos entreprises respectives et vos organisations professionnelles, les talents féminins seront bien reçus, parce que, encore une fois, c'est aussi une question qu'on travaille à l'envi sur ces carrières industrielles ou scientifiques ou numériques, et où un des premiers arguments finalement qu'on emploie aujourd'hui, et c'est vrai, c'est de se dire que on gagne bien sa vie dans un métier de ces filières-là et que c'est pas un gros mot. Oui, ça fait partie des études qu'on a fait tous ensemble. En effet, on est sur des métiers où on n'a pas à rougir du salaire qu'on a à la fin du mois. Et surtout, on est sur des métiers qui sont non délocalisables et sur lesquels l'ascenseur social fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'on peut démarrer avec un bac pro-Mélec et devenir cadre au sein de cette même entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc l'ascenseur social, le fait qu'on ne délocalise pas nos métiers, un électricien, il est forcément sur le terrain, il ne pourra pas être à l'autre bout du monde. Donc on a quand même des belles perspectives d'avenir, et cette sécurité de l'emploi, aujourd'hui, c'est un message qui est quand même assez important. Ce qui veut dire, quand je vous entends, qu'on a aussi une chance incroyable, avec ces emplois non délocalisables, de pouvoir aussi participer à l'émergence de territoires économiques, là aussi, c'est un peu un mot tarte à la crème aujourd'hui, mais la réindustrialisation de ces territoires. On est des acteurs majeurs de cette transition-là. Et des acteurs de proximité. Parce qu'on n'a pas besoin de venir à Paris. On a des métiers, tout à l'heure Céline montrait la carte de France des centres de formation Rexel, mais globalement, on a une entreprise dans chaque petite ville. Donc on sait que la mobilité des jeunes, mais même des moins jeunes, c'est un vrai sujet. Donc la proximité de son travail, c'est quelque chose d'important. Donc il n'y a que des bonnes nouvelles, si je vous entends bien. Oui, globalement. Alors nous, on fait partie des secteurs économiques qui sont en plein boom. On a des problèmes de riches. C'est-à-dire que nous, notre problème, c'est d'arriver à former suffisamment de gens pour les recruter. Il ne faut pas être grand clair pour voir qu'il y a d'autres secteurs économiques qui vont un peu moins bien en France, notamment dans l'industrie. Et nous, on a, je vous ai dit, un partenariat avec l'Éducation nationale. Il se trouve qu'on a aussi un partenariat avec France Travail. Et pourquoi est-ce qu'on est intéressant pour France Travail ? Eh bien parce que, en fait, on fait des préparations opérationnelles à l'emploi, alors le PO assez classique, et en gros, on se fédère avec d'autres employeurs de la filière, et puis on va voir des organismes de formation, et on monte des formations pour des personnes qui soit en reconversion professionnelle, soit en transition économique. Et ça, c'est intéressant pour accompagner la transformation de l'économie française et en gros organiser des passerelles vers des gens qui ne sont pas dans nos métiers, vers nos métiers. Et en fait, ça marche très bien. Alors, ça marche très bien avec un certain nombre de conditions, mais on arrive à recruter, et c'est un bon outil pour faire de la féminisation, par exemple des chargés de projet ou des chargés d'affaires, avec des jeunes femmes qui avaient un bac plus 2, qu'on forme pendant 400 heures, et puis qui après viennent travailler chez nous, dans nos entreprises, et qui font super bien le job. Et pour elles, c'est gagnant. Pour nous, c'est gagnant parce que
on fait de la féminisation, on crée de l'emploi industriel, on crée de l'emploi en faveur de la transition énergétique, on leur donne l'occasion de rebondir. Et pour France Travail, c'est gagnant-gagnant. Ils avaient un demandeur d'emploi. Aujourd'hui, ils ont quelqu'un qui a un avenir professionnel. Ça, c'est des travaux qui sont intéressants pour nous, mais aussi intéressants pour l'économie française. Jean-Michel, ça veut dire que pour recaper avec notre question de départ, dans notre équation, finalement, on est en train d'éliminer les inconnus, on commence à avoir une réponse plus pertinente, peut-être plus rapide, un maillage vraiment de l'ensemble des professionnels de ces filières qui travaillent avec l'éducation nationale, qui travaillent avec France Travail, également directement auprès des jeunes pour les écouter, et de celles et ceux qui sont déjà dans ces filières mais qui ont besoin de remettre à jour leurs compétences. Finalement, ça va pas si mal. Alors finalement, ça va pas si mal. Au niveau mobilisation et opportunité, et Alexandre l'a dit, sur en tout cas, si on veut mettre en œuvre les programmes pour remettre très concrètement et très pratiquement en œuvre la transition énergétique, comme je le disais, moderniser le pays, enfin, etc., électrifier aussi notre pays. Donc là, voilà, c'est des perspectives effectivement d'avenir plutôt roses, même si bon, il y a quelques petits sujets de financement, enfin, etc. Mais bon, je vais dire simplement que ce qu'il demeure quand même central dans tout ça, et je reviens à notre histoire d'attractivité au début, voilà, c'est comment peut-être dans les petites classes, peut-être aussi déjà commencer à ouvrir un petit peu les esprits. Alors pas tout de suite leur parler de filière ou de réseau, ça c'est peut-être un petit peu tôt, mais reparler quand même de la technologie, de la capacité aussi pour quelqu'un d'avoir un avenir là-dedans et qui ne soit pas forcément un pis-aller parce qu'on n'est pas excellent en mathématiques, en français et en langues étrangères. Enfin voilà, il y a certes effectivement les formations générales qu'on a toujours décrit un petit peu dans notre pays comme la voie royale, mais là aujourd'hui, je dirais que face aux difficultés qu'on rencontre et qu'on rencontre quand même durablement, c'est un peu la revanche des métiers techniques et des métiers de l'art. Alors on parle des métiers de l'électricité, mais il y a aussi tous les métiers de la métallurgie qui sont importants aussi pour faire des câbles, pour faire les matériels. Bon, tous les métiers là aussi qui sont très bien représentés, et même en arrière-plan de tout ce qui est ici, c'est des métiers techniques à un moment donné. Et si cela n'existe plus, sont plus faits par des pros, en fait, le système s'écroule. Et quand aujourd'hui, effectivement, notre monde est de plus en plus facile parce qu'on a le monde au creux de la main avec des outils digitaux, on oublie que tout ça ne marche que parce qu'il y a derrière, encore une fois, des professionnels, des hommes et des femmes qui savent faire fonctionner tout ça. Donc c'est, je pense, et donc je parlais des petites classes, je pense qu'il faut changer le regard durablement qu'on porte effectivement sur ces métiers, les métiers dits techniques ou technologiques ou toutes ces filières, pour dire qu'en fait, elles n'ont pas à rougir effectivement, et elles sont tout à fait capables aussi d'offrir à des jeunes, plus jeunes, après moins jeunes, des jeunes adultes, avec tout ce qui a été décrit sur les capacités de parcours, les capacités aussi de passerelle, de passer d'une entreprise à une autre. Ça aussi c'est important, les jeunes ils ne veulent pas être enfermés dans ils nous le disent, ils ne veulent pas être enfermés dans des filières, donc là il y a une grande liberté. Mais voilà, simplement, il ne faut pas que d'emblée, ils aient honte. Non, on a quand même eu des témoignages parfois qui disent, de leur entourage, qui dit, oui, toi, une formation technique, etc. Donc ça, non, c'est plus le cas. Ah non, non seulement c'est plus le cas, mais surtout, avec justement une formation très pragmatique et technique, c'est marrant, il y a des emplois directement à la clé. Donc forcément, ils n'ont certainement pas à rougir des choix très courageux qu'ils font aujourd'hui. Dans un instant, on va ouvrir justement ce dialogue avec vous. Si vous avez une question, une interrogation, n'hésitez pas à lever la main et on apporte un micro pour vous faire entendre. Si vous aviez un conseil à donner à ces talents, qu'ils soient en formation initiale, en reconversion, qu'ils soient attirés par ces filières, ce serait lequel ? Vas-y, fonce. Vas-y, fonce, tu ouvres les yeux et les oreilles, regarde le monde dans lequel tu vis, et puis imagine aussi le monde dans lequel tu as envie de vivre demain. Il y a sans doute une place croissante pour l'électricité là-dedans, donc viens rejoindre nos industries. Nous, on leur dira bienvenue. Bravo. Voilà. Moi, je dirais qu'il faut... Je parle aux professionnels, je leur dirais autant que possible, essayer de
de prendre le virage avant qu'on vous le demande. Voilà. Je pense que c'est une question de compétitivité aussi, de pouvoir proposer à ses clients une alternative avant même qu'on vous la demande et que vous ne la connaissiez pas. Donc voilà, comment anticiper ce que je dirais. Si tu veux réconcilier le dilemme entre la fin du monde et la fin du mois, il faut venir travailler dans les réseaux électriques, parce que tu vas avoir un métier où tu vas à la fois œuvrer pour la grande cause du siècle, la décarbonation de nos économies, et créer un nouveau modèle de développement. Tu vas à la fois avoir un avenir professionnel, c'est-à-dire un emploi dans une industrie de pointe, une industrie de croissance et une industrie d'avenir. Et puis, je ne parlerai pas qu'aux jeunes, je parlerai aussi aux jeunes filles en leur parlant du fait que nous sommes une filière qui est accueillante pour les jeunes femmes, où il y a zéro tolérance sur tous les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. Un monde où on fait des efforts aussi pour que les conditions de travail soient adaptées aux jeunes femmes, et un monde aussi où il y a une possibilité de bien concilier vie perso et vie pro. Donc ça, c'est important parce que, en fait, attirer les jeunes femmes, c'est pas simplement avoir un discours contre les stéréotypes. Et puis enfin, pour attirer, on sait que c'est une démarche collective. Il faut parler aux jeunes, mais il faut parler aussi à tous les prescripteurs. Et là, on a tous un rôle à jouer. Déjà, on a un rôle à jouer en tant que parents pour convaincre nos enfants, et puis pour convaincre aussi tous les autres parents, parce que ce sont aussi des grands prescripteurs, et en particulier les mamans. Et donc, nous, par exemple, on a l'intention de axer notre stratégie digitale en termes d'attractivité sur les mamans, parce qu'on sait qu'en troisième, elles ont un rôle important, plus que les papas, je suis désolé, pour l'orientation. C'est aussi les enquêtes qu'on connaît ensemble avec Cécile. Et puis après, on a un vrai sujet de formation des autres prescripteurs, c'est-à-dire les prescripteurs du monde de l'éducation, les professeurs principaux. Ah, on vient de nous chercher. Les professeurs principaux et puis les conseillers d'orientation, les PsyEN. Il faut qu'ils connaissent nos métiers. On a un vrai déficit de notoriété. Je vous disais, il faut réenchanter, etc. Mais au temps de la fée électricité, tout le monde nous connaissait. Aujourd'hui, les petits garçons, ils ne rêvent pas forcément de visser des ampoules, de tirer des câbles et de faire venir l'électricité. Ils rêvent plutôt de développer des applications et de créer des jeux vidéo. Et donc, on a un vrai déficit de notoriété. Et donc, il faut que toutes nos entreprises accueillent des jeunes dès la 5e, aillent déployer le kit collégien sur les réseaux électriques. Nous aussi, on fait notre pub. Et puis, qu'on contribue à accueillir des alternants parce que les discours sur les estrades, c'est bien, mais il faut aller voir les jeunes, il faut aller voir les parents et il faut former et accueillir des alternants. Vous savez désormais que le stage en 5e est obligatoire, donc ça, vous allez avoir des candidats et des candidates pour pouvoir venir observer ce qui se passe dans vos entreprises respectives. Mais quand je vous entends, surtout Alexandre, et quand je vous entends tous les quatre sur cette scène, je me dis qu'en fait, notre fait électricité de la première révolution industrielle, en fait, il faudrait quasiment leur faire prendre conscience que sur cette nouvelle révolution industrielle qu'est l'intelligence artificielle, pas d'électricité, pas d'IA. Oui, alors dites pas ça aux industries des réseaux parce que ça, oui. C'est un gros problème. Pas d'infra, pas de data, pas d'IA, on est d'accord. Les data centers au réseau électrique et à la production. Mais oui, quand on regarde les investissements dans les réseaux électriques, on a des volumes d'investissement qui sont équivalents à l'électrification des 30 Glorieuses. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de vivre, avec la transition énergétique, et l'IA en est une composante essentielle, la seconde grande électrification du pays. Donc si les jeunes veulent participer à cette aventure, ils sont plus que les bienvenus. Nous, on les accueille à bras ouverts. Céline, je crois que vous vouliez réagir. Ouais, je voulais dire, pas d'électricité, pas de jeux vidéo. Aussi. Parce que en fait, si on parle aux jeunes, oui. Je crois qu'aujourd'hui, il y a le jeune de 14 ans, mais bon, pas de jeux vidéo. Enfin, l'IA, il l'utilise déjà beaucoup avec ChatGPT et des applications d'IA générative. Oui, alors il y a peut-être juste encore un aspect qu'on n'a pas évoqué, parce que je pense qu'il y a aussi parmi vous là, des responsables, des chefs d'entreprise du secteur. Je pense qu'il y a, parce que bien sûr, bon, on en a décrit ici des choses qu'on fait au niveau national, au niveau des fédés, enfin, etc. On a un petit peu de moyens et on est un petit peu organisé. Je voudrais surtout rappeler aussi le rôle que vous pouvez avoir chacun d'ambassadeur de vos propres métiers autour de vous. Et il y a aussi là, un travail qu'on a mené là, dans une université en Normandie, là, justement pour essayer de comprendre pourquoi
les filières et les métiers étaient moins attractifs, on nous a dit aussi que les IUT en particulier et d'autres, on va dire les établissements d'enseignement, y compris d'ailleurs de l'éducation nationale ou de la formation professionnelle, avaient de plus en plus de mal à trouver des vacataires, c'est-à-dire des gens, des professionnels, des entreprises qui aillent donner des cours. Pas beaucoup, mais voilà. Et en tout cas, ça, c'est un bon moyen, là aussi, de créer un contact. Parce que le témoignage de quelqu'un qui vit, qui travaille au quotidien dans ces entreprises-là, c'est aussi très précieux, parce que ça, c'est un petit peu d'exemple. Ça montre que la personne, elle est dans ses métiers et elle n'a pas l'air malheureuse. Donc voilà, mobiliser aussi et refaire prendre conscience. Alors je sais bien qu'on est tous occupés par répondre à vos clients et tout, mais voilà, donner un peu de temps à vous, à vos collaborateurs pour de temps en temps, voilà, aller témoigner, aller au-devant autour de vous, c'est très important et c'est un rôle qu'on peut partager avec vous et que vous faites au mieux parce que vous êtes vraiment très bien implanté là où vous êtes dans votre tissu local. Bref, vous êtes heureux, dites-le. Ça ira vachement bien. Est-ce que quelqu'un a une question ou une réaction pour nos invités ? Oui, on a une question juste ici. On arrive jusqu'à vous avec un micro, sinon c'est dur de vous entendre pour nous sur scène. Oui, j'ai une question au niveau des BTS électrotechniciens. Parce que moi, j'ai mon fils, il l'est. Alors, je vais demander à la régisson de monter un peu votre micro parce qu'on vous entend très mal. Là. Je suis désolée. Oui, j'ai mon fils, il a fait un BTS électrotechnicien plus une prépa. Derrière, ça a débouché à rien, malgré qu'il a eu sa prépa. Il n'avait aucune, en recherche en alternance. D'accord. On n'a pas réussi à avoir de l'alternance. Donc là, il a arrêté, il s'est mis en recherche d'emploi. Toujours avec le même profil de carrière et la même ambition sur son métier final ou en changeant complètement de secteur ? Non, il reste sur son métier, mais il a juste un BTS électrotechnicien plus la prépa qu'il a eu. Comment on essaie d'aider quand il y a des trous dans la raquette ? Alors la question de l'apprentissage, elle est très particulière parce qu'en plus les dispositifs qui étaient fortement aidés par l'État le sont de moins en moins, voire dans le prochain PLF le seront peut-être plus du tout. Donc c'est une vraie problématique pour vous aujourd'hui, employeur potentiel. Comment on arrive justement à, encore une fois, trouver des solutions quand ce type de solution ne marche pas ? Tout à l'heure, on se demandait si tout allait bien. Non, il y a des choses qui ne vont pas bien. Parmi les choses qui ne vont pas bien, il y a d'abord un gros problème sur l'orientation. Ça a été évoqué tout à l'heure. Déficit de notoriété, mauvais conseils, mauvaise connaissance des formations. Ça, c'est la première chose. Autre point d'amélioration sensible, l'accueil des stagiaires. C'est-à-dire il y a beaucoup de jeunes en bac pro-Mélec qui ont du mal à trouver des stages. Et ensuite, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent avoir des problèmes pour trouver des contrats d'alternance. Donc là-dessus, on manque d'outils. La filière, la nôtre, elle devrait s'outiller davantage pour créer des banques, créer des offres, parce que c'est bien de faire la promotion de nos métiers, c'est bien d'ouvrir des formations, mais en fait, il faudrait avoir un service rendu aux jeunes de bout en bout, c'est-à-dire mieux traiter l'amont, l'orientation, et mieux traiter l'insertion vers l'emploi, et entre les deux, faire en sorte qu'il y ait une expérience du jeune qui fasse en sorte que ces premières formations en milieu professionnel se fassent bien. Alors après, je ne connais pas la situation, je ne sais pas dans quelle région c'est, mais dans la plupart des régions, il y a des tensions sur ces emplois-là, que ce soit des techniciens d'exploitation, des techniciens de maintenance, des techniciens en métrologie. Après, dans d'autres filières, il y en a... Nous, on est du Mans. Du Mans ? Bon, centre Val-de-Loire, D'accord. Là, il s'est mis à rechercher de l'emploi là-dessus. D'accord. Donc, là, pour l'instant, il a trouvé un petit contrat. Là, il a relancé chez SPI. D'accord, il SPI, par exemple. Je pense il essaye de voir s'il peut essayer d'évoluer après en entreprise. D'accord. Parce qu'en prépa, tant qu'il n'avait pas, en alternance, tant qu'il n'avait pas d'entreprise, l'école ne le prenait pas. Oui, bien sûr. Donc c'est ce que je dis. Donc c'est un problème de contrat d'alternance. Ouais. Et il y a eu, c'était passé à la télé, ils avaient dit comme ça qu'il y avait certaines écoles publiques qui prolongeaient de 3 mois la recherche. Mais là où est-ce qu'il était, ils ont refusé. Oui, donc c'est vraiment sur la problématique de l'alternance qui est sous-financée aujourd'hui et sur laquelle on n'arrive pas à trouver... Il y a quand même un bémol sur la prise en charge, en effet, de l'alternance qui a changé. Mais nous, on a fait un petit tour de table, là, il y a quelques jours, avec nos adhérents, dont SPI. Ils vont mettre la pédale douce, en effet, sur certains métiers qui sont plutôt des métiers transverses. Et par contre, aujourd'hui,
ils continuent à travailler l'apprentissage sur les métiers techniques parce qu'on sait qu'on a un vrai déficit. Il y a encore des ponts qui ne se font pas. Donc, je rejoins votre inquiétude, monsieur, par rapport à l'alternance de votre fils. Mais c'est vrai qu'on a encore du mal à faire ces liens. Mais en tout cas, les entreprises ne ferment pas la porte malgré la baisse des aides sur l'apprentissage. Les métiers techniques, on en a toujours besoin, donc on sait qu'on doit passer par là. Donc on sait que c'est aussi une très bonne piste d'avenir. Absolument. Plus on est technique, Oui. plus on a de chances d'y arriver. Est-ce qu'on a une autre question ou réaction à partager avec nos invités? Oui, monsieur. Avec un très beau chapeau. Oui, Bravo. merci. Nous, on vient du Nord-Est, on est de Nancy et on est enseignant en électrotechnique. Donc, bac Promélec, voilà, on est formateur. Et en fait, tout ce que vous disiez au niveau de la promotion, etc., même essayer d'intégrer au maximum les FIB. On a encore une réunion hier soir sur cette discussion. Mais l'autre chose où on a vraiment du mal, c'est heureusement qu'il y a les artisans pour nous prendre les jeunes en stage. La plupart, ce sont des petites sociétés qui nous prennent les élèves. Et dans tous les grands groupes, on n'y arrive pas. Et la chose déjà principale, c'est qu'ils ne sont pas majeurs. Alors il y a la réglementation, même les industries où on a Deli Papier, enfin une usine qui fabrique du papier hygiénique et du papier essuie-tout. Et ils nous disent, nous de toute façon, on les prendra qu'à 18 ans. Ça veut dire en fin de terminale bac. Donc pour aller découvrir déjà les métiers industriels, on a du mal à les placer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est principalement les artisans, mais pareil, RTE, Enedis, SNCF, etc., on n'arrive pas du tout à avoir les élèves en stage. Là, j'entendais l'apprentissage, ce n'est pas la solution miracle, ça a un certain coût, je le comprends, je le conçois pour les entreprises, mais nous, les stagiaires, ça ne coûte rien, mis à part, je le conçois, du temps. Il faut le former, il faut s'en occuper de la première semaine, etc. Mais dans une année de terminale ou une année de première, en bac Promélec, il y a 8 semaines de stage. Donc dans les 8 semaines, on peut faire c'est généralement 2 fois 4. Donc les premières semaines, on va lui apprendre un peu les bases, mais après, il pourra être autonome et puis il pourra s'intégrer dans une équipe. Et puis on pourra voir par la suite une découverte de ces métiers. Mais tout à l'heure, on dit il faut promouvoir, il faut... Après, nous aussi, on a nos portes ouvertes, on peut faire venir des professionnels, il n'y a aucun souci. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, professeurs, pour trouver les lieux d'accueil de stage ou promouvoir les métiers, on n'a pas de... Je ne sais pas vers qui me retourner, mis à part le bouche à oreille ou des solutions qui tombent par la bidouille. Bon, réponse de l'interrogé. L'interrogation d'Enedis. Assez simplement. Aujourd'hui, avec les écoles des réseaux, on a coloré des bacs Promélec à plus de 125 en France. C'est-à-dire qu'on a presque le quart des bacs Promélec de colorés aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire la coloration dans le jargon éducation nationale? C'est qu'on prend des formations génériques comme le bac pro métier l'électricité en environnement connecté et on a 30% des cas pédagogiques qui sont orientés vers les réseaux électriques avec des cas particuliers du type diagnostiquer une panne sur le réseau public de distribution, faire un raccordement, diagnostiquer un tableau, etc. Et il n'y a pas juste la partie pédagogique, il y a aussi la période de formation en milieu professionnel, PFMP. Donc c'est les stages. Et donc dans les formations dites colorées, nous on s'engage au niveau de la filière à prendre un certain nombre de stagiaires. Et donc cette année, je prends l'exemple d'Enedis, parce que je n'ai pas des chiffres statistiques parfaits au niveau de la filière, mais on a accueilli plus de 500 stagiaires, et ceci dès le bac Promélec. Mais vous avez raison, on a un problème dans les métiers de l'électricité, c'est que tant que les enfants ne sont pas habilités ou qui sont mineurs, on a un certain nombre d'entreprises de la filière qui sont réticentes au fait d'accueillir des stagiaires mineurs. C'est un vrai problème, et nous on a... une bataille, je peux le dire comme ça, interne à mener pour faire en sorte que toutes les entreprises qui sont ici, qui ont leur stand, elles acceptent de prendre des stagiaires mineurs. C'est un vrai sujet. Donc Enedis le fait, d'autres entreprises de la filière le font, toutes ne le font pas et c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, nous on a beaucoup œuvré pour ouvrir des formations. On essaye de faire du travail en amont, comme vous le dites, pour faire en sorte que ces formations soient remplies, mais après il faut qu'on ait davantage d'offres de stages, et notamment pour les mineurs. Donc c'est vraiment un travail en interne et une bataille en interne, on l'entend, mais donc il y a quand même des solutions pour accueillir ces stagiaires, fussent-ils mineurs. Oui, alors il y a des solutions. Par exemple, il y a des solutions innovantes du type de la réalité virtuelle pour des activités sous tension.
vous pouvez avoir ce type de dispositif. Mais après, il faut aussi aménager ce que les élèves stagiaires peuvent faire ou ne pas faire, parce qu'on ne peut pas non plus mettre en danger les stagiaires. Oui, bien sûr. C'est tout le paradoxe. C'est que d'un côté, on dit on a besoin d'avoir ces jeunes dans nos entreprises, de les faire venir, de leur montrer nos métiers, de leur faire découvrir et de les mettre en visibilité. Et de l'autre côté, on a des entreprises, par le biais notamment de la prévention sécurité, qui nous disent attention, on est sur des métiers dangereux. Donc on travaille aussi avec l'éducation nationale. L'année dernière, on a mis en place un livret à destination de l'ensemble de nos entreprises. Donc toutes les entreprises de France qui travaillent dans le projet des écoles des réseaux, où on s'est mis autour de la table, éducation nationale, les préventeurs sécurité de nos entreprises, d'Enedis, d'RTE, pour ne pas les nommer. Et on est allé travailler ensemble pour se dire comment on fait pour accueillir un jeune mineur. Parce qu'on a tous envie, c'est que le soir, il rentre chez lui aussi. Donc on a cette problématique de sécurité qu'il faut qu'on mette en adéquation avec ce que vous leur faites faire en cours. Donc ça passe aussi par les habilitations. Les habilitations, il y en a une partie qui est faite par l'éducation nationale, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites en entreprise. Et en tout cas, dans les entreprises adhérentes du CERS, la prévention sécurité, c'est quelque chose auquel on ne peut pas passer outre, mais c'est pareil chez Enedis, pareil pour l'ensemble des entreprises qui sont présentes ici. Donc on a travaillé sur le sujet, on mène régulièrement des webinaires pour essayer de dédramatiser, décomplexifier les choses, mais si l'entreprise accueille un stagiaire et qu'elle le met uniquement, par exemple, avec le préventeur pendant ces 8 semaines de stage, on ne va pas être satisfait, ni le jeune, ni vous au point de vue éducatif, ni nous au niveau professionnel. Donc on a une bataille, Alexandre le disait, ça fait partie des sujets dont on discute quasi quotidiennement, parce qu'on a cette réalité où nous on dit à tout le monde, ils viennent nous voir en nous disant on a besoin de monde. Donc on mène des campagnes sur les réseaux sociaux. On en a une qui va démarrer avec les écoles des réseaux. Nous, au nom du CERS, on en a une qui a démarré depuis 1 mois. Ce que les jeunes nous disent, c'est qu'ils veulent voir du vrai. Donc ce vrai, on essaie de leur montrer par le biais des réseaux grand public. Mais au-delà de ça, le vrai, c'est aussi aller sur le terrain. Donc on portera votre parole. Oui, et puis le souci, c'est que plus tard, ils viennent chez vous, parce que le bon ou les bons, ils vont être pris avant dans une autre entreprise. Et ça, vous avez raison, on est bien d'accord là-dessus. Il faut faire jouer la question de la concurrence entre vos groupes. Très bon argument. Là où vous avez raison, c'est aussi pour ça que je vous fais la pub sur la coloration réseau électrique. C'est parce que le fait de colorer une formation, le fait d'avoir des stagiaires, le fait d'avoir des alternants, c'est équivalent à du pré-recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est gagnant pour tout le monde. Le jeune, il se pré-professionnalise et il apprend le domaine de l'électricité qui est cohérent avec l'univers professionnel dans lequel il va vivre, parce que c'est quand même pas tout à fait les mêmes métiers que de faire la maintenance d'un poste source ou d'être dans le bâtiment. Voilà, c'est toujours de l'électricité, mais enfin, c'est quand même pas les mêmes compétences. Et puis après, c'est bien aussi pour l'entreprise parce qu'elle le forme, elle connaît la valeur du jeune, et puis ils apprennent à se découvrir, et le jeune, il est sûr de faire le bon choix également. Donc en fait, c'est que gagnant. Donc moi, je vous incite à prendre contact avec les écoles des réseaux, et puis il faut qu'on voit si on peut colorer votre formation. Et on en serait très content. Et puis ça dopera aussi sans doute l'accueil des stagiaires. Et puis on verra aussi ce qu'on peut faire en termes d'équipement pédagogique. Merci. Merci infiniment pour vos questions. Est-ce qu'il y a une toute dernière question à laquelle on pourrait éventuellement répondre sur cette scène où il y a déjà eu beaucoup de contenu et beaucoup d'idées qui ont été échangées pour ce débat-ci. Let's call it even. Merci beaucoup, merci infiniment pour votre attention, pour votre écoute. Merci pour vos perspectives et vos solutions.